Et s'il y a des malédictions de paroles qui sortent et tout ça, de toutes les façons, une famille qui se comporte comme ça, sachez que dans les actes, ils vous maudissent déjà. Ils vous maudissent. Donc, le fait de lancer des paroles de malédiction, c'est pas pire que vous maudire dans les actes. On vous empêche d'évoluer, on vous empêche de vous réaliser. On vous met un fardeau sur la tête pour ne pas que vous avanciez. Quelle malédiction orale qui est plus forte que ça? Donc, déjà, la famille vous a maudit. Donc, il n'y a pas de tradition en Afrique qui disent que les parents ne doivent pas laisser les enfants grandir. Les parents ne doivent pas laisser les enfants suivre leur destinée. Il n'y a aucune tradition qui dit ça. Il n'y a même pas de parole il n'y a pas de paroles religieuses qui disent que les enfants, on doit toujours couper l'aile des enfants, on doit toujours empêcher les enfants de grandir, on doit toujours empêcher les enfants de réaliser leurs projets, de se réaliser et même d'aider la famille. Parce que ça aussi, c'est empêcher les enfants d'aider les familles. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique, mais résident entre l'Afrique et l'Europe. Si vous cherchez à devenir un entrepreneur à succès en Afrique, cette chaîne est la vôtre. Ici, nous partageons les meilleures solutions et méthodes pour réussir l'entrepreneuriat en Afrique. Si toi aussi, tu penses que toutes ces thématiques pourront t'apporter de la valeur, je vais te demander 4 petites choses. Like, commente, partage et abonne-toi. Je vais commencer mon thème d'aujourd'hui en vous racontant une petite histoire. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, dans ma boîte d'agroalimentaire, j'avais une secrétaire qui était très joyeuse, très pétillante, très gentille, mais également très capable. Elle avait commencé par un stage et au vu de toutes ses qualités, j'ai décidé de l'embaucher. Un jour au bureau, j'ai remarqué que cette demoiselle était très triste. Elle était affligée, elle n'était pas dans son assiette. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le problème? J'ai donc décidé de l'appeler dans mon bureau pour essayer de discuter avec elle. Je l'ai appelée, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui va pas? C'est quoi? Tu as des soucis, tu as des problèmes? Et là, à ma grande surprise, elle a éclaté en sanglots. Évidemment, j'ai été très surprise par sa réaction et je lui ai dit: «Calme-toi, explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas?» Et là, elle m'expliquait qu'avec, l'argent qu'elle avait réussi à économiser par rapport au poste qu'elle venait d'avoir, elle avait décidé de se lancer dans un petit business de jus de fruits, bissap, gingembre et cetera. Bah, jusque-là, il y a pas de difficulté, il y a pas de problème. Et elle a poursuivi en m'expliquant que hier, elle est allée à une réunion de famille. Et là, à sa réunion de famille, sa famille lui a dit, bah, maintenant qu'elle avait un poste fixe, il allait falloir qu'elle les aide. Et la première aide que la famille a souhaité qu'elle fasse, c'était de venir de sauver son grand frère qui était un gaillard multi-chômeur récidiviste et qui avait eu la bonne idée de grossir une demoiselle. Donc, elle, la demoiselle, la secrétaire qui venait à peine de trouver un boulot, sa famille déjà avait eu l'intention de la plomber, de l'empêcher d'avancer, d'évoluer. J'ai été vraiment choquée. J'ai été très choquée par cette réaction. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire par rapport à tout ça? Elle m'a dit, mais madame, qu'est-ce que je peux faire? C'est ma famille, je ne peux pas les abandonner. Donc, elle avait décidé déjà la somme qu'elle avait économisée pour pouvoir faire se lancer dans ce petit business-là, bah, elle allait remettre cette somme-là à son frère, son grand frère, pour que celui-ci puisse qu'il puisse s'occuper de la grossesse. Et ensuite, elle allait voir dans un futur comment, avec une partie de son salaire, elle allait aider ce grand frère. J'ai vraiment trouvé, euh, j'ai vraiment trouvé ça incroyable, quoi. Waouh! À notre époque, là, on peut faire encore des trucs comme ça. Dans cette famille, à cette réunion-là, il n'y a personne qui a eu, par exemple, l'idée, qui a eu la solution, comme quoi ce grand gaillard-là devait aller faire Manawa. Manawa, c'est les aides maçons. Il n'y a personne qui a eu cette idée-là. C'est la petite fille qui venait à peine
la petite fille, excusez-moi, c'est la secrétaire qui venait à peine d'avoir un boulot, qui commençait déjà à faire des projets en plus de business, ce qui est très bien. C'est cette demoiselle-là que ses parents avaient décidé de plomber. Je me suis dit, waouh, cette famille est méchante. Ça a vraiment été mon sentiment, cette famille est méchante. Si vous, vous avez un autre sentiment aussi, ou même si vous pensez comme moi, je veux que vous le mettiez en commentaire. Pour moi, la famille était très méchante. Et quand je me suis mise à réfléchir après, par rapport à cette histoire, j'ai compris que si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu n'avais pas le choix. Il fallait impérativement régler le problème de la famille africaine. Ça devait être ta première étape, first step. Sinon, tu n'allais pas pouvoir avancer, tu n'allais pas pouvoir réaliser tes projets. Déjà, on va essayer de comprendre ce comportement toxique de certaines familles africaines avant d'y apporter des solutions. Et pour ce faire, on va retourner à l'époque de nos arrière-arrière-grands-parents. À cette époque-là, les familles étaient en général des familles de paysans. On faisait beaucoup d'enfants parce qu'on avait besoin de bras valides pour pouvoir faire le travail des champs. Et de ce fait, lorsque les enfants grandissaient, ils avaient également des lopins de terre. Et ces lopins de terre, pour les travailler, c'était l'entraide de la famille qui s'exerçait. Lorsque l'autre avait sa récolte, tout le monde allait là-bas pour pouvoir l'aider. Quand un autre avait le labour à faire, les autres allaient pour l'aider. Et donc, à cette époque-là, c'est comme ça que ça se passait. Donc, il y avait beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. C'était une époque où vraiment le travail était valorisé, l'entraide était vraiment valorisée. Tous ces pans ces façons de fonctionner, tous ces comportements étaient valorisés. Maintenant, comment on passe d'une société où le travail est valorisé, où l'entraide est valorisée, à une société où, quand il y en a un qui essaie de s'élever, les autres lui descendent dessus pour pouvoir le tirer vers le bas. Eh bien, je pense que c'est simple. On passe à ce modèle social-là, à ces comportements sociétaux, à cause de trois événements. Trois événements qui ont entraîné d'ailleurs des dysfonctionnements au niveau des comportements. Le premier événement, c'est l'indépendance. Avec les indépendances, bah, les colons étant partis, les gouvernements qui étaient là ont voulu que les familles puissent emmener les enfants à l'école pour pouvoir former des cadres pour le développement des différents pays. Évidemment, les familles étaient plutôt réticentes à cela, mais après, avec beaucoup de sensibilisation, elles y ont compris que probablement, elles allaient pouvoir permettre à certains de leurs enfants de de bénéficier davantage et de bénéficier de ce qu'on pouvait appeler une vie meilleure. Et donc, de ce fait, les familles ont accepté que certains enfants puissent être scolarisés. Évidemment, à cause du coût de la scolarisation, de la scolarité, pardon, ce n'étaient pas tous les enfants qui pouvaient se permettre, c'était pas tous les enfants qu'on pouvait se permettre de mettre à l'école. Donc, de ce fait, on ne mettait, la plupart du temps, on ne mettait que ceux qui étaient le plus amènes à réussir dans les études. Le reste, bah, ils retournaient au travail des champs. Et c'est comme ça que ça se passait. Ainsi de suite, une fois la scolarité terminée, les enfants qui étaient devenus des cadres, de facto, hein, ils étaient redevables aux parents, ils leur devaient aide, ils leur devaient assistance, etc. Quand on regarde cette image, on se dit que mais à la rigueur, à la limite, c'est idéal. Voilà, les parents qui se sont sacrifiés, les enfants qui leur rendent ce sacrifice. Donc, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Mais malheureusement, non. Parce que ces enfants et ses parents, c'est-à-dire les enfants cadres et les parents, au lieu de pouvoir mettre en place des stratégies pour pouvoir autonomiser les familles, ils se sont mises dans ce qu'on pourrait appeler l'assistanat, c'est-à-dire le cadre qui était l'enfant prodige. Bah, il allait pouvoir servir de guichet automatique à tous les membres de la famille et en échange de cette position de guichet automatique, il prenait une place prépondérante au sein de la famille. Ça c'était le premier événement qui a complètement sonné le glas de la solidarité africaine. Je vous avais expliqué que la solidarité africaine, c'était l'entraide.
chaque membre de la famille aide, on s'entraide, on s'aide, pardon, les uns les autres. À cause des indépendances et des comportements que les gens ont eus après les indépendances, ça venait de passer. Le deuxième événement qui s'est produit, c'est la première crise des matières premières environ dans les années 1980. Dans les années 1980, on a eu la baisse du prix des matières premières. S'en est suivi une intense exode rural. Tous les frères, les cousins quittaient les villages pour venir en ville. Et ces gens qui venaient en ville, on les appelait les gens qui couchent dans les salons des autres. Voilà, les gens qui couchent dans les salons des tontons. Je pense que c'était l'expression. Et donc, le cadre qui n'avait réussi ni à enrichir sa famille, ni à s'enrichir lui-même, il se retrouvait dans les années 80 à devoir supporter des gens, des membres de sa famille qui étaient la plupart du temps déscolarisés et qui n'avaient pas de formation. Il était obligé il était obligé de prendre en charge ces gens-là qui avaient quitté les villages pour venir chez lui. En plus, en plus de ces gens-là, il était également obligé de prendre en charge les autres membres de sa famille qui étaient restés au village. À cette époque, on pouvait dire que ce n'était pas, ça allait encore parce que les salaires étaient assez intéressants. Il y avait la crise, mais la crise, elle ne touchait pas tout le monde. Elle ne touchait pas tout le monde, elle touchait beaucoup le monde paysan. C'est pour ça qu'il y a eu cet exode-là. Donc, ça fait le deuxième événement. À ce deuxième événement-là, le cadre s'est retrouvé à gérer maintenant et la famille du village et des personnes qui vivaient maintenant chez lui. Voilà. Enfin, il va avoir un troisième événement qui va être un bouleversement total pour les relations comportementales. Ça va être la deuxième crise des matières premières, qui va être beaucoup plus importante parce que les prix vont complètement chuter. À cette époque-là, avec l'effondrement du prix des matières premières et en pleine crise économique et sociétale avec son corollaire de chômage généralisé, les cadres qu'on assimilait maintenant aux fonctionnaires vont se retrouver être les seuls membres avec de l'argent pour pouvoir prendre en charge des pans entiers de leur famille, de la famille africaine avec malheureusement des ressources qui étaient complètement réduites. Ça va être la période de la valorisation de l'époque de la valorisation des fonctionnaires qui avaient au moins un salaire fixe et des garanties. C'est ce troisième bouleversement-là qui va sonner définitivement le glas de la vraie solidarité africaine et pour la remplacer par l'assistanat, avec des comportements qui vont devenir vraiment très improductifs, comme lorsque un membre de la famille a un travail ou une activité, tous les autres membres de la famille vont lui tomber dessus pour pouvoir partager ces gains-là avec lui. Les résultats de ces nouveaux comportements-là, c'est que la société ne va plus valoriser le travail, mais elle va plutôt valoriser le gain. Voilà. Ça va plus être le travail qui est source d'épanouissement, le travail qui est d'élévation pour les populations. Ça va être le gain. Il faut qu'on ait de l'argent, voilà. Et donc, si pour avoir cet argent, tu dois aller plomber une personne qui essaie de t'en sortir, ça ne pose aucun problème. La solidarité africaine venait de mourir. Elle était remplacée par l'assistanat et un assistanat qui s'est généralisé à tous les pans de la société. Voilà, les comportements qu'on remarque aujourd'hui, ce sont les comportements qui découlent de ces différents changements comportementaux. C'est-à-dire, on est passé de la solidarité africaine, la vraie solidarité africaine qui est l'entraide, le partage, l'aide, on s'aide les uns les autres. C'était ça, c'est le retour, les uns les autres. On est passé de cette phase-là, par petites vagues, avec, dans un premier temps, un cadre, fils prodige, qui va faire ruisseler l'argent sur les autres membres de la famille,
au lieu de penser à s'autonomiser, au lieu de penser à autonomiser les membres de la famille, par exemple, en modernisant l'agriculture ou en mécanisant le travail, les travaux champêtres. On ne va pas faire ça. On va passer à ce schéma-là qui va de plus en plus être un poids sur les épaules du cadre, du fonctionnaire, pour devenir aujourd'hui un poids sur les épaules de toutes les personnes qui essayent de s'en sortir, qui essayent de créer une activité. Maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a vu la jeunesse de ce type de comportement toxique-là, on va essayer d'apporter des solutions. La première solution que je vais vous proposer, solution ou méthode, ça va être la méthode de dribblage. Je vois que beaucoup de personnes dans mon entourage emploient cette méthode-là. La méthode, ça va déjà consister à répondre de moins en moins aux sollicitations. Ensuite, à répondre de moins en moins au téléphone. Lorsque vous avez un numéro de téléphone que vous reconnaissez et qui pourrait appartenir à quelqu'un qui a tendance à vous solliciter un peu trop souvent pour des affaires financières, pour de l'aide financière, bah, vous décrochez pas. Quand vous allez voir des numéros de téléphone qui sont inconnus, vous ne décrochez pas. Ça, je sais que beaucoup de personnes connaissent, connaissent cette méthode-là, beaucoup de personnes l'emploient par rapport à leur famille et donc vous employez cette méthode-là. Vous allez commencer à tourner la famille en bourrique. Voilà, vous allez leur faire tourner en rond, vous dribbler, quand il y a une sollicitation, quand vous voyez quelqu'un, vous savez que cette personne doit vous demander de l'argent, vous n'y allez pas, vous n'allez pas aux fêtes, vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent vous demander de l'argent, réunion de famille, tout ça. Vous stoppez un peu. Mais moi, je pense, n'empêche que c'est une méthode, pour moi, à mon sens, qui n'est pas viable à long terme, parce que c'est une méthode, bah, tu peux pas faire ça pendant longtemps, quoi. Les gens, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et un jour, à ton portail, bah, tu vas te retrouver avec ta mère ou ton oncle ou bah, les personnes que tu aidais, qui disent, bah, voilà, coucou, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, à mon sens, c'est pas une méthode qui est très viable. À mon sens, c'est vraiment pas une méthode qui est très viable. La deuxième méthode, c'est la méthode dite de kamikaze. C'est une méthode, déjà, le nom l'indique, hein, c'est un peu rude, hein, c'est une méthode de confrontation. C'est une méthode, dans cette méthode-là, vous allez devoir monter au front. Vous allez devoir monter au front en sachant que c'est possible que vous puissiez prendre des coups et c'est possible aussi que vous en donniez. Voilà. Donc, cette méthode-là, déjà, c'est une méthode plutôt dure. C'est la plus dure de toutes les méthodes. Vous allez convoquer une réunion de famille d'abord. Vous allez convoquer une réunion de famille. À cette réunion de famille-là, vous allez leur expliquer que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous vous lancez dans les affaires et donc vous avez besoin du soutien de votre famille. Ce soutien, il va consister à un peu stopper les demandes et les sollicitations financières. Voilà. Vous voulez que votre famille stoppe pendant un certain temps. Ça va dépendre de l'affaire que vous voulez faire. Si c'est une grosse, une petite affaire, ça peut être une année, quelques mois, 3, 4, voilà, 4 ans même. Vous pouvez demander 4 ans à votre famille. Voilà. C'est le fait, votre famille, l'aide qu'elle va vous apporter, c'est de différer, voilà, les éventuelles demandes d'aide. Vous ne stoppez pas avec la famille. Il faut bien expliquer que vous ne stoppez pas avec la famille. Simplement, vous leur demandez de différer un peu les demandes d'aide pour vous permettre d'asseoir, de montrer votre affaire. Voilà. Et en plus, cette façon de procéder même, qui est très méthodique, hein, le fait de réunir la grande famille africaine, on adore les réunions de famille, voilà, de procéder comme ça, c'est pour créer non seulement des antécédents, mais de ces antécédents vont découler ce qu'on pourrait associer à une nouvelle tradition. C'est votre nouvelle tradition au sein de cette famille-là. Lorsque les autres, puisque vous avez créé un antécédent, lorsqu'ils vont vouloir également monter une affaire ou même se lancer dans un concours, ils pourront demander un différé à la famille pour que la famille les laisse souffler un peu le temps de monter cette affaire. Voilà, donc vous allez créer cette nouvelle tradition-là. Maintenant, il va y avoir deux réactions de votre famille. Une première réaction où, évidemment, la famille ne va pas être contente. Hein. Si vous les aidiez, ils ne vont pas être contents. Mais ils vont comprendre. Voilà. Ils vont faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Voilà, ça va être la première réaction. Donc là, ça va bien se passer, vous n'avez pas besoin d'être kamikaze. Et il va y avoir la deuxième réaction de la famille, où là, ça va être le chantage émotionnel. En Afrique, les familles adorent le chantage émotionnel. Voilà, les mauvaises paroles vont commencer, les coups de pression et tout ça. Là, si la famille emploie cette voie-là,
prend cette voie-là, ça va être règlement de compte à Kokouraï. Il faut le savoir en même temps. Voilà. Ça va castagner. Vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà. Et s'il y a des malédictions de paroles qui sortent et tout ça, de toutes les façons, une famille qui se comporte comme ça, sachez que dans les actes, ils vous maudissent déjà. Ils vous maudissent. Donc, le fait de lancer des paroles de malédiction, c'est pas pire que vous maudire dans les actes. On vous empêche d'évoluer. On vous empêche de vous réaliser. On vous met un fardeau sur la tête pour ne pas que vous avanciez. Quelle est malédiction orale qui est plus forte que ça? Donc, déjà, la famille vous a maudit. Donc, il n'y a pas de tradition en Afrique qui disent que les parents ne doivent pas laisser les enfants grandir. Les parents ne doivent pas laisser les enfants suivre leur destinée. Il n'y a aucune tradition qui dit ça. Il n'y a même pas de parole il n'y a pas de paroles religieuses qui disent que les enfants, on doit toujours couper l'aile des enfants, on doit toujours empêcher les enfants de grandir, on doit toujours empêcher les enfants de réaliser leurs projets, de se réaliser et même d'aider la famille. Parce que ça aussi, c'est empêcher les enfants d'aider les familles. Il n'y a absolument aucune tradition. Mettez-vous ça bien dans la tête. Il n'y a aucune tradition qui dit ça. Les parents qui se comportent comme ça, c'est des parents néfastes. C'est des parents, on pourrait presque dire même sorciers. Voilà. Donc, vous vous libérez en parole et puis coupez les ponts sans aucun regret, sans aucun remords. Vos parents ne vous aiment pas. Vos parents ne vous aiment pas. Les parents qui vous aiment, ils ne se comportent pas comme ça. Voilà. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais se comporter comme ça, c'est qu'ils ne vous aiment pas. C'est tout. Et donc, on s'est bien échauffé là. Il y a la troisième méthode. C'est une méthode que j'aime particulièrement. C'est la méthode dite du pied au mur. Voilà. Pardon, du pied au mur. Voilà. Du pied au mur. C'est une méthode qui m'a beaucoup aidé avec les membres de ma famille éloignée. C'est une méthode où vous allez proposer à votre famille, avant de vous lancer, vous allez avoir un budget et vous allez leur proposer de les aider en proposant des projets. Voilà, des projets ou même, pas seulement des projets, ça peut être des projets, ça peut être des concours avec des business plans, voilà, avec des business plans bien ficelés et vous allez les recevoir pour ça. Et c'est très important, quand vous les recevez, de leur faire signer un contrat. Dans ce contrat-là, il est dit que je vous aide aujourd'hui à réaliser vos projets, à faire des concours, mais c'est la seule aide que je vais vous apporter avant un certain temps. Parce que moi, après ça, je vais me lancer dans des affaires. Voilà, ça va être la clause la plus importante de ce contrat-là. Il faut même que vous enregistrez. On fait tout ça pourquoi? Pour que ce soit formel, pour que ce soit... pour que les gens comprennent que c'est sérieux. Voilà, c'est officiel. Ce n'est pas un truc comme ça qu'on dit. Ça fait toujours son effet. Je vous dis, signer les contrats. Ça fait toujours son effet. Même avec la famille, avant de donner l'argent, vous dites, on signe le contrat. Enregistrez même la conversation. Voilà, vous leur dites, j'enregistre la conversation, on signe. Vous allez voir. Il n'y a personne qui va vous dire, non, je ne signe pas parce que je ne veux pas. L'argent est là, tout frais. Ils ont besoin d'argent. Ils vont le prendre. Vous allez avoir deux types de réactions. Voilà. Vous allez avoir deux types de réactions. Vous allez avoir certains membres de la famille, une minorité, qui vont vraiment réaliser des projets qui sont viables, ils vont leur permettre de se développer. Et vous allez voir la grande majorité, ils vont bouffer cet argent. Ils vont rien faire avec cet argent. Ce qui est sur vous, c'est plus votre problème. C'est plus à votre niveau. Vous leur avez donné l'argent, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avec. S'ils veulent acheter des portables, aller dépenser dans les maquis, grossir les filles, ça, c'est plus votre problème. Vous avez fait ce que vous pouviez faire. Voilà. Donc, vous vous déchargez complètement de cette situation-là. Voilà. Et donc, ça va vous permettre, ça va vous libérer un certain temps pour pouvoir commencer à faire vos affaires. Voilà, c'était les trois méthodes que je vous propose par rapport à ces comportements de famille-là. Si vous avez d'autres méthodes, vous pouvez le mettre en commentaire. J'aimerais dire, pour terminer, que toutes les familles africaines ne sont pas toxiques. Il y a des familles africaines qui encouragent les enfants, qui apportent de l'amour aux enfants, qui comprennent qu'il faut aider les enfants à grandir, à s'élever. À toutes ces familles-là, je dis honneur à vous. Je dis honneur à vous et sachez que vos enfants ne peuvent pas vous oublier. Ce sont vos enfants. Ils sont heureux quand ils voient que vous êtes fiers d'eux. Voilà, quand ils voient que vous leur apportez de l'amour, vous les arrosez comme des plantes pour qu'ils poussent. Cette eau-là, c'est une eau aussi de bénédiction pour les parents. Voilà, donc ne vous faites même pas de soucis. Les enfants savent que les parents, surtout ce type de tradition-là, on doit aider les enfants. Mais il faut aussi que les parents aident.
Aux parents qui ne comprennent pas ça, on va leur dire clairement, les enfants, ce n'est pas votre champ de cacao. Si toi, tu n'as pas reçu ta vie, ton enfant, ce n'est pas ton champ de cacao. Voilà, ce n'est pas ton champ de cacao. Si tu veux qu'il t'aide, il faut l'aider à t'aider. En l'allégeant, en le soulageant, en ne l'alourdissant pas, en ne lui faisant pas de chantage émotionnel. Il faut aider ton enfant. Et je remercie particulièrement ma famille parce que ma famille proche m'a aidée. Ma famille proche m'a soutenue. Elle ne m'a pas fait de chantage émotionnel, rien. Elle m'a permis de déployer mes ailes. Donc, je vais terminer également en vous disant, portez-vous bien, ciao et à très bientôt pour une prochaine vidéo.